Bonjour et bienvenue à la Paris Games Week 2025. Pour ce numéro spécial de multijoueurs, on vous emmène dans les allées du salon parisien à la découverte des jeux du moment, des futures sorties de 2026 que vous pouvez déjà venir tester ici, manette en main. On parlera aussi des tendances du moment dans le gaming, des acteurs aussi qui font l'industrie et des surprises comme les 30 ans de Rayman qui se fêtent cette année. Et oui, Rayman, le héros à l'honneur du salon. C'est parti pour une Paris Games Week bien dense. On est dans le hall 1 de la Paris Games Week avec Nicolas Vignol qui est responsable de cette belle Paris Games Week qui s'annonce. Alors Nicolas, il y a plein de nouveautés cette année. Oui, on a essayé de se renouveler. Voilà, on avait promis depuis quelques années d'être le salon du jeu vidéo, mais aussi de la pop culture. Et donc, on a essayé d'être au rendez-vous de cette promesse. On va pouvoir faire découvrir le TCG Gala, les cartes à jouer. On va pouvoir découvrir une grande zone cosplay, le manga, mais aussi parmi les nouveautés, on active le Dôme de Paris avec nos compétitions e-sport qui vont avoir un écrin de 4000 places toute la journée. Donc, parmi les plus grandes salles d'e-sport, si on se benchmark par rapport même à la Gamescom et au grand salon du monde. Et puis le soir, des concerts, Big Flo et Oli, le jeu Loup-Garou en live du Dôme de Paris. Donc voilà, on a essayé de se réinventer à la Paris Games Week. Il y a plein de choses à voir. On dit, alors, le Dôme, c'est quand même pas rien. Il y avait vraiment ce besoin, vous sentiez auprès des visiteurs, ce besoin d'aller vers autre chose que juste du jeu vidéo finalement. Parce que là, ça marchait un petit peu sur les plates-bandes des autres salons parisiens quand même. Alors le jeu vidéo en fait se suffit à lui-même. En lui-même, il y a 40 millions de joueurs en France, donc on a un réservoir absolument énorme et on peut encore aller plus loin sur la densité de jeux jouables, même si cette édition est assez remarquable de ce point de vue-là. Le nombre de consoles, de positions de jeux jouables sur le salon est remarquable. Mais ce qu'on constate, c'est que le joueur de jeux vidéo, il ne fait pas que du jeu vidéo dans sa journée. Il consomme de la série, il consomme du cinéma, il consomme de la musique de jeux vidéo, et en fait on voulait coller à cette réalité de la pratique du joueur de jeux vidéo en fait. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer sur cette Paris Games Week? Alors je sais que vous n'aimez pas la question parce que ça veut dire qu'on est un peu parti, mais qu'est-ce qu'il y a comme petite nouveauté qu'on n'attendait pas à la Paris Games Week et qu'il faut absolument aller voir? Il y a des petites pépites quand même dans cette édition, je vais me risquer un peu. Vous avez par exemple nos amis d'Eva, si vous avez jamais vu ce qu'est l'e-sport, d'ailleurs un peu à la française, Cocorico, de l'e-sport qui mêle de l'activité physique et en même temps du jeu vidéo, et venez voir Eva, venez jouer à Eva avec le karting cette année, voilà, qui est totalement une innovation mondiale de Eva. Vous allez pouvoir faire du kart avec de la réalité virtuelle, donc ça c'est absolument génial à faire. Mais ça c'est très bien parce que justement, restez dans l'émission, on est allé tester en avant-première le karting et vous allez voir, ils vont tout vous raconter chez Eva là-dessus. Très bon point. Non, et puis vous avez, je pense, la grande zone TCG Gala. Pour ceux qui ne connaissent pas, ces cartes à jouer, c'est un univers absolument fabuleux. Il y a un nombre de fans en France des jeux Yu-Gi-Oh, des jeux Pokémon, évidemment, que vous allez pouvoir découvrir cet univers. Et puis on a vraiment poussé le cosplay cette année, un peu à l'image de nos amis de la Japan Expo. Il y a une place du cosplay absolument délirante cette année avec une très grande zone cosplay. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu d'ailleurs de place pour le cosplay. Pourquoi ça avait disparu de la Paris Games Week? Ça n'a jamais complètement disparu parce que le cosplay, il y en avait, et on a toujours eu une approche très cosplay friendly avec une zone de vestiaire, un accueil vraiment personnalisé des cosplayeuses et cosplayers. Mais on s'est rapproché d'associations parmi les plus dynamiques du secteur. Vous savez que ça repose beaucoup sur le volontarisme de bénévoles et d'associations. Et là, on a une association absolument fantastique qui fait venir les meilleures cosplayeuses et cosplayers, et puis même les cosplayers amateurs qui viennent en très grand nombre. Alors, il y a 4 jours, cette année, de Paris Games Week, mais des horaires plus longs. C'est plus d'amplitude horaire finalement. Alors c'est un pari? C'est ça la vraie nouveauté que je n'avais pas citée, mais 9h30 le matin, 21h le soir pour la partie salon, et puis la partie spectacle ne s'arrête jamais. Il y a de l'e-sport toute la journée, puis le soir jusqu'à 23h30, vous allez avoir des concerts de jeux vidéo, de concerts philharmoniques de jeux vidéo, attention, concerts de Big Flo et Oli, le jeu Loup-Garou en live du Dôme de Paris, l'émission bien connue de télé vient au Dôme de Paris en live, et puis les IMEA Master League of Legends dimanche en apothéose de l'e-sport, la licence d'e-sport la plus connue au monde disputera l'équivalent de la Ligue des Champions au Dôme. C'est quand même un sacré programme. On fait le tour de tout ce que le jeu vidéo a à offrir finalement.
Ouais, on essaye, on résume jamais un secteur aussi riche, aussi dense. Moi, ce dont je suis le plus fier sur cette édition, c'est que on a retrouvé une densité de jeux à la Paris Games Week qu'on n'a jamais eu ces 3 dernières années. On a les licences les plus connues au monde. Il y a des licences comme Brawl Stars qui sont jouées dans les cours de récréation. On a le plaisir d'avoir Supercell et Brawl Stars qui font confiance à la Paris Games Week. Fortnite, Call of Duty, le Final Fantasy, les plus grandes licences sont jouables. Donc voilà, il y a de quoi faire durant 4 jours ici. Ben, merci Nicolas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est pas à moi qu'il faut souhaiter des choses, c'est aux visiteurs qui franchement dans le marasme actuel, c'est 4 jours dédiés aux jeux vidéo, faut qu'ils repartent avec la banane. Bon, ben voilà, mission, message j'espère entendu. Merci beaucoup et bonne Paris Games Week. Merci. C'est donc parti pour 4 jours de Paris Games Week. Alors évidemment, il y a un énorme stand consacré aux jeux Made in France aujourd'hui. Ça s'appelle Game France. On ne pouvait pas passer à côté de Clair Obscur Expédition 33 évidemment. Vous l'entendez, la musique, vous pouvez admirer les artworks. Mais figurez-vous qu'il y a aussi plein d'autres jeux à surveiller dans ce secteur. Chez Microids, vous avez pour les fans et les nostalgiques le jeu Cobra ou bien Astérix qui sort demain. Et puis, venez, on vous emmène. Vous allez voir ce qui se fait de mieux actuellement dans le jeu français. Amplitude Studio avec Endless Legend 2 qui sort. On a aussi Shinobi, on en a beaucoup parlé dans l'émission à la Gamescom. Revoyez l'interview de Ben Fiquet pour parler de Shinobi. Et puis un jeu que nous on attend beaucoup, qui est Tides of Tomorrow. Un jeu narratif, multijoueur, figurez-vous, une proposition assez originale. Vous allez jouer à plusieurs et les actes de vos adversaires et vos actions aussi vont avoir des répercussions sur votre décor, le monde marin et sur votre jeu. Vous pouvez aussi venir à la rencontre de l'association Women in Games qui œuvre justement pour plus de féminisation dans le jeu vidéo et on sait qu'on en a beaucoup besoin. En tout cas, n'hésitez pas à venir vous balader dans les allées à la rencontre des studios français. Il y a un sacré savoir-faire et aussi du côté des gros studios comme Ubisoft, acteur principal du jeu vidéo français qui est présent et qui est présent notamment pour nous parler des 30 ans d'un héros bien connu. On est ici sur le stand MO5. Alors MO5, tous les ans, ils vont vous montrer des vieilles consoles. C'est le paradis des nostalgiques, des plus vieux gamers, des plus jeunes curieux aussi, avec de très très vieilles consoles. On vient de faire un tour avec Loïc. Loïc qui n'est pas d'MO5, Loïc qui est d'Ubisoft, mais alors sur un jeu qui va parler, je pense, à peu près toutes les générations qui nous regardent. Rayman. Loïc Gounon, bonjour. Bonjour. Alors, responsable de Rayman, quand même, tu peux dire ça comme ça? Oui, responsable de Rayman, tout à fait. Voilà, 30 ans de Rayman cette année. Rayman, ça représente quoi pour Ubisoft? Ça représente beaucoup de choses. Déjà 30 ans d'histoire, on célèbre les 30 ans cette année. Beaucoup de jeux vidéo développés aux 4 coins des studios français d'Ubisoft, à Montpellier, à Paris, à Annecy, aussi dans le reste de l'Europe, à Ubisoft Milan. Voilà, et des jeux nés comme celui-ci dans les années 90, en 1995. Sur la PlayStation 1 et Feu, la Jaguar. La Jaguar, voilà. Une Jaguar. Voilà, une Jaguar qui tourne. Et voilà, et jusqu'à le dernier gros projet Rayman sorti, Rayman Legends en 2013. Et ensuite des jeux sur mobile pendant quelques années. Donc voilà, une longue histoire. Rayman, il a une très très vieille légende, on pourrait dire ici. C'est l'élément marquant, je peux dire, d'Ubisoft. C'est un peu une pierre fondatrice. C'est ce que tu dis, un élément fondateur. C'est un des premiers jeux vidéo développés avec ambition dans les équipes internes d'Ubisoft. À l'époque, Ubisoft éditait des jeux, il y avait quand même des développeurs, quelques développeurs qui faisaient des jeux plutôt par groupe de 1 à 5 personnes. Et c'est un développement, celui-ci, qui était très ambitieux et qui a occupé entre 50 et 100 développeurs pour finir à 100 quasiment, donc avec des ingénieurs, des artistes et donc plus sur le format, on va dire, des jeux qui ont suivi ensuite Rayman, des grosses productions, des œuvres collectives avec beaucoup de talents qui œuvrent pour faire les jeux vidéo d'Ubisoft. 30 ans de Rayman, ça veut dire aussi que Rayman, il a suivi l'évolution du jeu vidéo en 2D, en 3D. Quel a été le passage le plus difficile finalement pour Rayman? Est-ce qu'il y en a eu un? Alors pas vraiment, et ce qui est marrant dans l'histoire de Rayman, c'est qu'il y a aussi eu des choses où on était dans les tendances et parfois, je dirais presque à contre-tendance. Si on prend l'exemple de Rayman 1, c'est un jeu en 2D à un moment où la 3D arrive. Donc l'argument maître de la PlayStation 1, c'est les jeux en 3D. Ridge Racer, Destruction Derby, Jumping Flash dans un jeu en platformer, et Rayman arrive avec un jeu en 2D. Une progression en 2D très singulière, un monde poétique, onirique, une animation très léchée, mais comme les dessins animés 2D de Disney, là où même Disney passait en 3D.
Donc c'est assez marrant en fait. Il y a eu des moments où tout allait vers la 3D, Rayman a fait de la 2D. Ensuite il y a eu des moments 3D et un moment où pareil, beaucoup de gens allaient vers de la technologie très évoluée. Et Rayman avec Origins est revenu à la 2D. Donc c'est marrant en fait, ça a évolué au fil des consoles, mais pas toujours dans la tendance nécessairement. Quelle est la clé du succès de Rayman? Pourquoi il marche? Pourquoi il a plu en fait? Alors moi je pense que c'est les valeurs presque fondamentales de Rayman, c'est le registre imaginaire, la nature, la poésie, le caractère design, finalement le personnage, on l'appelle Rayman, c'est la marque et aussi le héros, et le héros est singulier, il n'a pas de bras, pas de jambes, il a lié à ça, son anatomie particulière, il a des actions et des habilités particulières qui ont perduré. L'hélicoptère, il peut voler avec ses cheveux, ses poings qui peuvent être lancés, tout ça c'est quelque chose qui n'existe pas chez les Mario, chez les Sonic qui eux-mêmes sont singuliers, mais dans d'autres registres avec d'autres habilités. Donc je pense que c'est vraiment voilà, le caractère très particulier de l'anatomie de Rayman, croisé avec finalement le royaume des rêves, l'imaginaire. Et ça c'est un peu la recette Rayman qui est finalement liée à ce personnage et à cette marque et qui n'existe pas ailleurs. Alors, on a dit ce sont les 30 ans et vous avez décidé de les fêter dignement les 30 ans. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour les 30 ans? Alors on a commencé il y a quelques semaines maintenant avec notre communauté un effort de célébration. Donc on revient finalement sur toute l'histoire. On a démarré par Rayman Legends et on revient un peu à rebrousse-poil. On revient jusqu'à la genèse. Donc là on la voit un peu derrière nous. Et donc là c'est l'occasion de parler finalement de tous ces développements. De Rayman Legends, le dernier jeu, jusqu'au premier Rayman 1. Et rencontrer des développeurs, avoir des anecdotes de développement, revenir sur un peu comment se sont faits ces jeux-là. Avec des histoires pas connues, des artworks pas sortis. Et donc c'est vraiment ça l'objectif. Évidemment tout ça pour aussi préparer un retour quand même. On fait pas juste ça pour célébrer les 30 ans. Il y a aussi une envie de ramener la marque, se dire qu'elle a encore des choses à raconter. Et donc on a des équipes aussi en développement sur des prochains projets évidemment. Voilà, j'étais obligée de poser la question, à quand un prochain Rayman? On l'a dit, ça fait 12 ans qu'il n'y en a pas eu. Est-ce qu'on en attendra ou pas? Alors là, on veut pas d'effet de trop longue attente. On veut que dans un futur court, moyen, on va dire, il y ait des jeux Rayman à révéler. Donc c'est vraiment l'objectif. Et on est vraiment activement au travail sur Rayman dans plusieurs studios Ubisoft et notamment à Ubisoft Montpellier, à Ubisoft Milan, voilà, sur des nouveaux projets. Dernière question, le Rayman préféré? Le mien? Ouais. Alors, faut se mouiller là. Ah non, mais je vais me mouiller, c'est celui-là en fait. C'est moi, j'ai découvert Rayman avec Rayman 1. Et même si j'adore pour plein de raisons d'autres jeux Rayman, Rayman contre les lapins crétins, parce que voilà, c'est un de mes premiers gros projets en développeur à Ubisoft, voilà, avec les équipes de développement à Ubisoft Montpellier, qui était un Rayman 4 devenu Rayman contre les lapins crétins sur la Wii. J'aime énormément aussi Origins et Legends, qui est un autre cycle pour Rayman. Mais par contre, celui qui a une saveur particulière, celui que j'ai découvert en tant que joueur à 14-15 ans, c'était Rayman 1 sur ma PlayStation 1. Voilà, et donc ça, je pourrais pas remplacer ces mémoires, découvrir cet univers avec sa musique. Voilà, ces niveaux, ces mondes picturaux, etc. C'est vraiment Rayman 1 qui est très particulier pour moi. Ça reste un jeu de cœur. Voilà, tout à fait, le jeu de cœur. Merci beaucoup Loïc. Avant ça, on va plutôt rester sur le stand avec l'association MO5 et David Soumet qui a une petite information pour nous. Bonjour David. Bonjour. C'est un stand incontournable, je peux vous le dire. On l'espère, on fait tout beau en tout cas. Voilà, ensemble de vieilles consoles. Comment vous les choisissez, les consoles que vous montrez ici? Principalement à l'affect, effectivement. Ouais, le but c'est d'avoir la Madeleine de Proust pour tout le monde. Donc oui, on a de la Super Nintendo, de la Mega Drive, mais aussi on a un peu de Vectrex, on a des consoles un peu plus obscures. La PS Engine n'est pas forcément connue du grand public alors qu'elle a eu un gros succès au Japon. Et donc on mélange un peu tout. On peut, du connu, du un peu moins connu, on fait découvrir. Et souvent, les titres qu'on présente, on les choisit aussi pour que n'importe qui puisse jouer sur place. Vous avez combien de consoles au sein de l'association? Alors, console précisément, je ne sais plus, mais en tout, on a autour de 70 000 pièces dans nos collections. Ah oui. Oui, donc je comprends que ce soit difficile d'en choisir. Il y a quoi, une quarantaine ici, à peu près? Oui, c'est ça, à peu près 40, effectivement. Donc en effet. Et sur les jeux, en effet, on voit qu'il y a beaucoup de jeux. C'est pareil, vous les choisissez à l'affect? À l'affect, les jeux un peu mal connus aussi. Pareil, on fait un petit mélange des deux pour que les gens puissent découvrir aussi des jeux qu'ils ne connaissent pas, des licences inconnues. Alors, justement, parlez-nous de cette association MO5 dans le milieu du jeu vidéo. Les fans de consoles connaissent bien, mais le grand public vous connaît peut-être pas. C'est quoi le but de l'association? Le but de l'association, c'est de faire un musée des vidéoludiques sur le numérique. Et donc, à cette occasion, on va ouvrir en décembre. La date n'est pas encore arrêtée, mais bientôt. On est sur les dernières signatures de papier
Donc début décembre, on ouvre sur Paris un musée du jeu vidéo d'à peu près 1200-1300 mètres carrés. Un vrai musée du jeu vidéo physique où on pourra venir voir les consoles de près. Ouais, on pourra venir voir les consoles de près, on pourra voir les réparer. Il y a des ateliers, tout est prévu. Et une activité de musée, comme on fait finalement quelque part en off depuis plus de 22 ans. C'était important d'avoir ce lieu physique pour vous? C'est indispensable. Le jeu vidéo, entre autres, mais le numérique en général, c'est un média de masse. Et le but, c'est de montrer au grand public ce que c'était dans les conditions d'époque. Là, vous voyez, on a une quarantaine de postes, mais c'est du tube. C'est les consoles dans leur vue, c'est les télés de l'époque. Les télés de l'époque, Les surtout. télés de l'époque, oui. Important, les télés de l'époque. Et donc, on se rend compte de ce que c'était qu'un temps de chargement sur une PlayStation, une Saturn. Et oui, le premier Rayman. Savoir que le premier Rayman est sorti sur Jaguar, une console qui a floppé totalement. Ah mais ça, c'est sûr que oui, la Jaguar, on ne pensait pas qu'il en restait, vous en avez une. Ça, c'est assez impressionnant. Oui, un peu plus, je me doute bien. On est d'accord que c'est un musée qui est voué à perdurer, c'est pas un musée temporaire. C'est un musée qui a perduré et a évolué dans le temps, effectivement. Alors aujourd'hui, on a tendance à parler beaucoup de cloud gaming, de fin de la guerre des consoles. Pour vous, fin de la guerre des consoles, ça veut dire qu'il y aura moins de choix. Vous y croyez ou pas? Oh, c'est un vaste sujet là. C'est les dernières générations, effectivement, c'est un peu compliqué. C'est un lissage, il y a moins de constructeurs. Ouais, je sais pas, on verra. Vous y croyez? Notre plus grand regret, c'est le physique, effectivement, où là, on sent que c'est la fin et ça va être compliqué de revenir en arrière là-dessus. Quand vous voyez là, aujourd'hui, sur la Paris Games Week, des très très jeunes qui n'ont jamais vu ces consoles, qui n'ont jamais vu, Oui. qui n'ont jamais mis la main dessus, ça Oui. vous fait quoi le passage de témoin? Ça nous fait chaud au cœur de savoir que c'est encore accessible. Là, on a vu des gamins, ils avaient quoi, même pas 10 ans. Ouais, même pas. On a mis un Sega Rally, c'est intemporel. Ils comprennent en 30 secondes ce que c'est qu'un jeu d'arcade et ils enchaînent les parties. C'est top, c'est top. Vous êtes un passeur de mémoire, en fait, c'est beau. Exactement. C'est très beau. Très joli. Eh bien, merci beaucoup, Merci. David. Bonne Paris Games Week à vous aussi, Les gars, avec plein de jeunes joueurs auxquels faire découvrir toute la magie de ces machines. Merci. merci. À la Paris Games Week, on peut évidemment jouer à toutes les nouveautés qui sont présentées et proposées, et on peut aussi penser, au moment où on rentrera chez soi pour jouer et penser à s'équiper, parce qu'il y a un partenaire de la Paris Games Week depuis de longues années qui est la Fnac, et on est avec Charlotte Massico. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Alors partenaire, je le dis, la Fnac est vraiment un acteur de la Paris Games Week, on peut le dire, on vous voit bien, et il y a un très beau stand cette année quand même. Bah oui, tous les ans on essaye de faire un peu mieux. Donc là, cette année, on opère 650 mètres carrés. Ah oui. 650 mètres carrés, c'est une boutique. C'est des démos, toujours plus de démos, aussi des nouvelles choses, avec Lego qui est là, avec Instax Mario qui est là. Mais c'est aussi 36 heures de direct, avec la scène derrière, toujours plus grande, avec des grands noms qui vont être là. On pense à Kameto, à Dwagby, à plein d'autres. Donc plein de surprises qu'on réserve encore pour cette édition et on est super contents. Qu'est-ce que ça représente, la Paris Games Week, pour justement tout le département gaming, notamment multimédia de Fnac Darty? C'est un moment important? C'est un moment important, si ce n'est un des plus gros moments de cette année, et surtout ça met un point de départ à la fin d'année. Ça y est, on est sur les rampes d'accès. C'est le début des fêtes Exactement, de sur la fin rampe d'année. d'accélération, c'est parti. Donc c'est hyper important, c'est le moment où on rencontre nos gamers. Et c'est le moment où on peut proposer aussi des promotions dédiées à ces gamers, on leur parle, et avec les animations, 36 heures d'animation, c'est là où on parle le plus de la fac. Comment est-ce qu'on organise son stand pour la Paris Games Week? Est-ce qu'on va privilégier les accessoires? Alors, je dis ça, mais il y a beaucoup de PC derrière nous. Comment vous étudiez ça, ce qu'il faut mettre en avant à ce moment-là? En fait, on essaye de pas trop faire de choix et au contraire de tout proposer. C'est un peu aussi ce qu'on fait à la Fnac en général. Donc c'est avoir une belle boutique avec le plus de propositions produits et de démonstrations. Ça va de la démonstration d'un MetaQuest, encore une fois de PC, de PS5, de Nintendo Switch, de Legion Go, et j'en passe et des meilleurs. Donc on est là vraiment pour aller contenter tous les gamers qui seront à la Paris Games Week. Et forcément il y a les accessoires, mais également les cartes des jeux, des gamers, ou même
Tous les vêtements? Tous les vêtements, voilà, leur maillot des équipes. Oui, parce qu'il y a de l'e-sport, il y a beaucoup d'e-sport aussi côté Fnac, côté Paris Games Week. Il évolue le profil du joueur, des équipements dont il a besoin. C'est quoi aujourd'hui les tendances d'achat? Le joueur est de plus en plus multitâche et multi-console. Il veut consommer encore plus de jeux. C'est-à-dire qu'avant, on était très lié à une console, un type de jeu. Aujourd'hui, on est beaucoup plus polyvalent parce qu'on va avoir de plus en plus les communautés, voir ce qui est proposé par ailleurs. Et donc, ça veut dire, et surtout, on va de plus en plus vers l'accessoire aussi pour aller augmenter sa performance ou l'améliorer ou encore être un peu plus identitaire. Aller chercher l'accessoire qui se correspond le mieux. Alors, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui est demandé en accessoires en cette fin d'année 2025? Forcément, là, cette année 2025, on pense à la Switch 2. Donc on pense à tout l'écosystème Switch 2 avec la caméra, les manettes, tout ce qui va bien. Et puis encore une fois, tout ce qui est protection, les housses avec la licence qui va bien. Tout fonctionne, mais on peut parler aussi de la PlayStation 5 avec ça marche toujours. Bien ça sûr. Marche toujours. Les casques, c'est hyper important. Je parlais des communautés, il faut avoir le bon casque pour pouvoir justement interagir avec d'autres gamers. Forcément les manettes toujours plus puissantes, donc tout fonctionne. On a une évolution vers un équipement de plus en plus pointu, où l'équipement de base pour quelqu'un qui va commencer sur PC, ça fonctionne encore. On a l'impression qu'on a des manettes de plus en plus perfectionnées, des souris de plus en plus perfectionnées, il y a une recherche vraiment de performance. On a des jeux de plus en plus perfectionnés et je pense qu'effectivement on a une recherche de performance puisque ça reste des compétitions. On suit de plus en plus les compétiteurs, le e-sport, donc finalement tout le monde veut s'équiper et être plus performant chez soi également. Bon voilà, donc on sait maintenant ce qu'on va s'acheter pour la fin de l'année sur la Paris Games Week. Merci beaucoup Charlotte. Bonne Paris Games Week aussi à vous. Il va y avoir du monde, là on est quand même la soirée d'inauguration, c'est encore un petit peu calme, dirons-nous, mais voilà. On sait qu'il va y avoir beaucoup de monde dans les jours qui viennent. Et on va aussi aller voir le très beau stand Ghost of Yotei qui est derrière de votre partenaire PlayStation, qui est juste derrière, très beau stand. On va aller se faire un petit tour à l'intérieur, direction le Japon. À la Paris Games Week, il y a évidemment beaucoup de jeux, de l'e-sport et un mélange des deux. Ça s'appelle EVA. Ce sont habituellement d'énormes salles de 500 mètres carrés dans lesquelles vous pouvez faire de la réalité virtuelle, même de l'e-sport en réalité virtuelle. Ils ont 2 jeux et ils en présentent ici un 3e, un jeu dédié aux cartes. Imaginez un Mario Kart en réalité virtuelle. C'est ce qu'on a testé et c'est ce qui est ici un véritable succès. Paul, bonjour. Bonjour. On est ici chez EVA à Montreuil, un énorme site pour assister à une première mondiale que les visiteurs de la Paris Games Week vont pouvoir voir aussi, qui est la première mondiale d'EVA Karting GP, notre nouveau jeu de cartes du coup. En cartes, en réalité virtuelle, parce que c'est la spécialité d'EVA. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est EVA exactement? Du coup, EVA, c'est un concept d'arène qu'il y a dans le monde entier, où tu viens jouer en VR à des jeux en free roaming, c'est-à-dire que tu vas te déplacer réellement dans les jeux. Et on a du coup 3 jeux pour l'instant. After H, qui est un jeu de shoot, qui est notre flagship, si j'ose dire, c'est notre premier jeu, c'est notre jeu de cœur, qui est un jeu de shoot compétitif, 4 contre 4. On a Moon of the Dead, qui est un jeu d'horreur, où tu vas pouvoir jouer avec 10 personnes et aller affronter tes plus grandes peurs, les zombies, le vertige, les araignées, etc. Et notre nouveau jeu fait plus pour les enfants, enfin pour la famille, qui est EVA Karting GP, un jeu de cartes en réalité virtuelle. Voilà, alors on le dit nous parce que vous ne pouvez pas le dire, c'est un peu comme si vous pouviez jouer à Mario Kart enfin en réalité virtuelle. C'est un peu les mêmes. Ou d'autres jeux. Voilà, ou d'autres jeux, évidemment. Il y a Sonic aussi dont on a déjà parlé dans l'émission. Ça fait longtemps que vous aviez cette idée d'arrêter les tirs et de passer dans des voitures, parce qu'en fait, là, on est vraiment dans des petites cartes. Exactement. Ça fait très longtemps qu'on a plein d'idées. En fait,
le cœur de notre métier, c'est de rendre réel des rêves de gamers. Le premier, c'était un jeu de shoot sur un terrain de tennis où on court vraiment, quoi, en taille. Et un de nos autres rêves, c'était de faire un jeu de course où on va pouvoir s'affronter, un jeu de cartes arcade, on va pouvoir s'affronter en réalité virtuelle et aller rouler demain sur la Lune, peu importe. Et on peut se lancer aussi des objets pour freiner les premiers. On en parle, il est tout à fait adapté à la Paris Games Week puisqu'on l'a dit, c'est à partir de 10 ans qu'on peut y faire. Alors, nous on a pu le tester, donc c'est extrêmement fun. On le sait, c'est pas un jeu qui est prêt à être sortir, là ça va être une avant-première en fait. C'est tout à fait une avant-première, c'est un peu dans l'ADN d'Eva. On avait fait l'avant-première d'After H en 2019 à la Paris Games Week. Là on fait l'avant-première de notre nouveau jeu à la Paris Games Week. Ça nous tenait à cœur aussi, c'est un événement qui est inscrit dans l'ADN d'Eva dans une certaine mesure, mais c'est quand même une vraie première version du jeu, c'est pas un prototype, c'est juste qu'on a envie de faire plein de choses, on a envie de le montrer à la Paris Games Week, mais on va continuer le développement, plus de cartes, plus d'arènes, plus de circuits, plus de pouvoir. Est-ce que c'est facile à faire? Parce qu'on sait qu'il y a des contraintes quand même sur la réalité virtuelle comme ça, qui est la connexion. Quand même, Internet, il faut le dire, c'est quand même une prouesse technique de pouvoir mettre ça aussi sur des cartes et de se déplacer. C'était plus compliqué à faire qu'After H ou c'est la même technologie qu'on arrive à adapter facilement? Il y a 500 mètres carrés derrière. Il y a 500 mètres carrés, c'est la même technologie, mais poussée à son paroxysme. C'est-à-dire que les choses qui doivent marcher dans After H doivent encore plus marcher dans le kart. On doit vraiment savoir où sont les autres, on doit vraiment pouvoir les arrêter. Et du coup, on a développé beaucoup de choses sur le kart en lui-même pour pouvoir accélérer les gens quand tu as des boosts, pour pouvoir les arrêter, soit parce que tu te prends un drone tête chercheuse, soit parce qu'on veut te sécuriser, parce qu'il y a quand même des vrais murs. Du coup, on a eu à cœur de faire un jeu très fun et très safe. Et on était, il y a 6 mois, on s'est dit, c'est bon, on est prêt à le faire. Et du coup, on l'a lancé. C'était un vrai challenge technique pour toutes les équipes, pour les équipes jeux, mes équipes, mais aussi pour les équipes R&D qui ont fait le kart en lui-même et qui s'assurent à tout instant qu'on sache où il est et qu'il puisse s'arrêter. Il y a des casques Pico, alors donc c'est des casques Pico, vous avez fait le choix. Pourquoi Pico d'ailleurs? Parce que souvent c'est vrai qu'on entend d'autres casques qu'on voit plus souvent, le MetaQuest est le plus connu. Pico, c'était quoi l'avantage? La latence, c'était quoi? Alors Pico, il est fait aussi pour faire du free roaming, là où le MetaQuest est plus fait pour un usage personnel. Le free roaming, c'est-à-dire se déplacer librement dans des grands espaces. Pico marche très bien pour ce qu'on veut faire, c'est le dernier casque qui a été développé pour faire du free roaming. Et à Eva, on est toujours dans la quête de la dernière technologie qui nous permettra de faire la meilleure expérience pour les joueurs. Et aujourd'hui, c'est Pico. Vous avez une spécialité aussi chez Eva, c'est l'e-sport. Est-ce qu'on peut faire de l'e-sport en carte? Eh ben oui, on peut faire de l'e-sport en carte, on peut faire par définition, le sport automobile peut être reproductible chez nous. C'est un peu l'objectif. On va faire un jeu qui est easy to learn, hard to master, c'est un peu la phrase qu'on dit souvent. On vient, on s'amuse tout de suite, mais il y a de la marge d'amélioration, de devenir plus performant, d'utiliser le drift. Vous avez vu, on a des cartes qui permettent de drifter. Pas facile à maîtriser. Pas facile, mais c'est l'objectif en fait. Qu'on ait envie de revenir, qu'on a envie de s'entraîner, qu'on a envie de devenir meilleur. C'était l'objectif et moi je peux commencer à dire qu'on l'a atteint parce que moi je me vois pendant que je teste. Alors je suis pas en train de jouer vraiment, je commence à m'amuser de plus en plus à faire des choses de plus en plus impressionnantes en drift et on voit tous les testeurs, tous les développeurs chez nous, on commence à avoir un petit niveau, on se dit ça va être très marrant de voir des gens qui s'entraînent plus que nous. Parce qu'au début on est toujours les meilleurs pendant 2 semaines et après les joueurs ils prennent le jeu et on devient nul parce qu'ils s'entraînent plus que nous et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, on va dire. Dernière question, est-ce que tout est faisable en VR aujourd'hui au niveau du divertissement? Donc on a vu, voilà, les jeux de tir c'était une évidence, maintenant le karting, est-ce qu'il y a des choses qui sont faciles ou est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas nécessité d'être? La difficulté, elle est intrinsèque à faire du jeu vidéo, on trouvera toujours des challenges et on trouvera des solutions. Nos équipes sont très fortes et ils savent trouver des solutions. La bonne question, et tu l'as posée, c'est est-ce que ça a du sens? Nous, on essaie de faire des expériences que tu peux pas vivre dans la vraie vie. C'est pour ça qu'on n'aurait pas fait juste un jeu de course, on a fait un jeu de cartes arcade où on peut se lancer des objets, parce qu'on peut pas le faire dans la vraie vie. Demain, on ferait pas, je pense, un jeu de foot où c'est juste du foot. Faudrait qu'on trouve le bon concept, le bon apport pour faire un jeu de ce type-là. Du coup, tout est possible. Nous, on essaie de chercher les fantasmes de joueurs, encore une fois, et de joueuses qui sont pas possibles dans la vraie vie ou qui sont trop coûteux, par exemple. Je dis une bêtise. Bah même ça en fait, théoriquement on pourrait faire ça avec de vraies voitures, mais on les casserait quoi. Du coup, ce serait moins ce serait un peu plus dangereux possiblement même. Bah merci beaucoup. Paul. Merci à vous.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On espère qu'on vous a donné envie d'aller à la Paris Games Week. Vous avez vu, il y a plein de choses à y faire, plein de choses à y découvrir. En tout cas, c'est le paradis pour les joueurs et l'occasion d'en découvrir beaucoup plus sur 2026. En tout cas, jouez bien et on espère vous avoir donné plein d'idées pour toutes les prochaines semaines.